on va continuer les discussions avec une touche de modernité, puisque vous savez, aujourd'hui, les rencontres ne se font plus comme se faisait à l'époque, elles se font en ligne, via les outils numériques. On swipe, on match, et on co-crée dans la table ronde qui va démarrer dans un instant, dirigée par Rémi Teston du média Buzz e-Santé et ses invités, Laure Guerrouta-Colas, fondatrice de Patients en Réseau, Catherine Faure, responsable engagement association de patients en oncologie chez MSD, Sandra Doucen, directrice Santé Plus Conseil, et Nicolas Gatul, président et cofondateur de PaperDoc. Prenez place. Merci, bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous pour animer cette table ronde. On va parler un petit peu justement de la co-création que l'on observe dans le numérique entre associations de patients et laboratoires ou associations de patients et start-up. C'est vrai que pour avoir été du côté laboratoire pendant de nombreuses années, j'ai vu passer énormément de projets. Pendant longtemps, c'est vrai que beaucoup de choses étaient faites de manière, on va dire, sans réelle co-création et on observe une vraie transformation aujourd'hui. Et on va aller directement sur des cas concrets, notamment sur un beau projet qui s'appelle Mon Immuno, avec Laure. Donc déjà peut-être, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la genèse de ce projet et pourquoi avoir choisi le modèle du Serious Game ? Alors donc, un tout petit élément de contexte. Donc Patients en Réseau est une association de patients digitale et donc son deuxième projet, après Mon Réseau Cancer du Sein, ça avait été de lancer Mon Réseau Cancer du Poumon. Tout le monde ne connaît peut-être pas trop cette maladie. Cette maladie cancer du poumon, elle est, j'allais dire, malheureusement diagnostiquée souvent très tard, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas de dépistage organisé. Et en fait, on ne peut pas sentir son poumon, on ne peut pas le palper, on ne peut pas le regarder. Et donc, au final, la plupart des patients vont être détectés très tard dans leur maladie, donc majoritairement en situation métastatique. Et jusqu'à récemment, ces maladies étaient vraiment de très mauvais pronostics. Et heureusement, on fait des progrès assez considérables, notamment par des innovations thérapeutiques portées donc, naturellement par des laboratoires pharmaceutiques. Et parmi celles-ci, il y a l'arrivée de l'immunothérapie. Et en fait, nous, ce qu'on a pu observer en échangeant avec les patients de Mon Réseau Cancer du Poumon, mais aussi en discutant avec les médecins dans les congrès, etc., c'est qu'il y avait un enjeu majeur de mieux accompagner cette immunothérapie, notamment parce qu'on s'est rendu compte que les patients, quand on vous dit cancer, on pense on va m'opérer, ou je vais avoir de la chimio, je vais perdre mes cheveux, je vais avoir des nausées. C'est ça, en fait, nos idées reçues sur les traitements. Et en fait, les patients n'avaient pas d'idées reçues sur ça fait quoi l'immunothérapie et c'est quoi les effets indésirables, qu'est-ce que je dois savoir avec l'immunothérapie. Et ça posait plein de questions d'accompagnement. Et en fait, il y a des repérages un peu différents, des effets indésirables différents et potentiellement sur lesquels il faut agir rapidement. Et donc, il faut que tout le monde soit au courant et bien sûr, les premiers concernés, les patients. Et donc, c'est fort de cette réalité qui était de dire comment est-ce qu'on fait pour que les patients et leurs proches d'ailleurs soient mieux informés sur ces traitements au tout début de leur parcours de soins. Eh bien, il faut qu'on propose quelque chose de nouveau. Et on a eu l'idée donc de proposer un Serious Game dont on va vous dire un petit peu plus après. Et ce qui est intéressant avec ce Serious Game, c'est qu'il a été lancé comme il y a 3 ans, donc c'est un projet qui est pérenne dans le temps et qui évolue aussi avec l'évolution du parcours de soins. Peut-être de votre côté, Catherine, donc je rappelle, vous êtes responsable de l'engagement association de patients au sein du laboratoire MSD. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet pour l'accompagner ? Ce qui nous a plu, tout d'abord, c'est que ça répondait à un besoin patient que nous aussi, on avait pu identifier, qui nous avait aussi été remonté des équipes des professionnels de santé. Et donc, quand l'association nous a présenté son outil, tout d'abord, on trouvait qu'il était très complémentaire de ce que nous, on avait pu aussi mettre en place. Parce qu'on avait un site internet d'information des patients qui s'appelle Mon Cancer. On a des outils patients papier. Et à la fois, on avait aussi un programme d'éducation thérapeutique pour les soignants sur l'immunothérapie. Et donc, Mon Immuno permettait de former, si on peut dire, d'éduquer les patients à leur parcours sous immunothérapie et aussi de façon très large, c'est-à-dire que ça pouvait toucher beaucoup de patients sur toute la France, où qu'ils soient. C'est un outil très qualitatif aussi. L'association a fait appel à une société qui est vraiment reconnue pour la formation et scientifiquement validée, ce qui est très important aussi pour nous, et à la fois vulgarisé puisque c'est une association qui l'a créée. Donc ça, pour nous, c'était vraiment un outil formidable et qui, comme vous l'avez dit, peut évoluer dans le temps aussi, qui est pérenne.
Et donc, qui peut s'adapter à l'évolution des parcours, des besoins qui sont remontés aussi à l'association. Donc, c'est un outil qui vit. Et voilà, du coup, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a voulu soutenir ce projet. Et du coup, dans cette construction, Laure, tu m'as évoqué que vous avez mis en place un vrai comité d'experts, où il y a pas mal aussi de soignants, des patients experts. Du coup, comment vous arrivez à orchestrer tout ça pour faire évoluer du coup, la plateforme ? Alors, du coup, ça a véritablement été une vraie gestion de projet donc complémentaire à notre activité associative. Donc évidemment, et c'est un peu l'esprit de tout ce qu'on fait, c'est toujours co-construit avec les différents acteurs. Donc on avait effectivement la société My Serious Game qui est spécialisée dans le serious game, et donc finalement, par exemple, quand on vient avec une idée et des besoins, c'est aussi, par exemple, quelle partie on va pouvoir transformer en jeu. L'idée en fait du serious game, c'est de dire quand le patient va faire une activité en fait dans le jeu, il va beaucoup mieux finalement intégrer l'information. On va retrouver un peu là des leviers d'éducation thérapeutique. Donc on avait en fait des patients concernés, patients experts. On a une patiente partenaire spécialisée en éducation thérapeutique qui nous a aidé à décoder en fait les besoins et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité. My Serious Game nous a aidé à dire cette activité-là, on peut la transformer en jeu, en truc qui glisse, en question. Là, il vaut mieux mettre une vidéo, etc. Et bien sûr, on a été accompagné de médecins, donc oncologues, pneumo-oncologues spécialisés dans cette prise en charge, et puis infirmiers, notamment pour répondre à toutes les questions, à la fois d'hôpitaux de jour, comment ça se passe l'immuno concrètement, c'est quoi comment on appelle avant, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir avant d'y aller, etc., et aussi dans le suivi. Et l'autre chose qui est en fait très chouette dans ce jeu, c'est que c'était un petit peu en rebond de la première table ronde là, c'est qu'on est très peu à l'hôpital. Donc il y a énormément de choses à savoir et à faire quand on est tout seul à la maison. Et notamment les effets indésirables, on est à la maison. Et dans ce jeu, on arrive dans un quartier. Donc en fait, soit on va à l'hôpital, on va voir tout ce qu'on fait à l'hôpital, on est dans le hall d'accueil, on apprend des trucs, on va en hôpital de jour, on va en consultation. Et puis sinon, on peut aller à la maison. Donc là, on va voir tout ce qu'on observe à la maison, quand réagir et tout ça. Donc tous les jeux toutes les activités autour des effets indésirables, c'est dans la maison. Et par exemple, pour dire qu'on met à jour régulièrement, donc depuis, il y avait eu des expérimentations type article 51 sur la HAD. Maintenant, en fait, ça se développe, la HAD pour l'immuno. Et donc, du coup, l'année dernière, notre mise à jour, c'était sur finalement l'avancée des immunothérapies dans des stades plus précoces et la mise en place en fait de la HAD, donc les appuis de voiture d'HAD. Et puis quand on rentre dans la maison, on a soit en fait je reçois mon traitement à l'hôpital, soit je reçois à la maison. Et dans ces cas-là, il y a la petite infirmière qui arrive et qui vous raconte comment ça se passe, la HAD. Donc en fait, c'est vraiment aussi à travers ça qu'on essaie d'être au plus près du quotidien. Et je voudrais juste dire une chose. Donc globalement, il faut tous qu'on parle plus de toutes les associations qui sont là, parce que malgré tout, les patients nous connaissent peu. Mais dans ce Serious Game, ce qu'on a pu évaluer aussi ensemble, c'est que ce qui était essentiel, c'est que ce soit les soignants qui en parlent. Parce que comme c'est utile au tout début du parcours de soins, autant vous dire que les patients, ils ne connaissent pas les associations. Et ce n'est pas du tout le moment pour eux, en fait. Donc l'idée, c'est que ce jeu il soit proposé par les infirmières, par les médecins d'hôpitaux de jour, par l'oncologue, aussi les équipes de TP. Et puis maintenant aussi, pourquoi pas, au moment où on va parler de la HAD. Mais on a vraiment besoin de le faire connaître, je dirais, en dehors de notre monde de patients. Une sorte de prescription finalement du jeu par les professionnels de santé. Du coup, Catherine, quelles sont les formes de soutien que vous apportez justement à ce projet avec MSD ? Il y a tout d'abord un soutien économique. On est plusieurs laboratoires à soutenir ce projet et c'est très important parce que ça permet au projet d'évoluer et puis aussi d'être accessible à tout le monde gratuitement. Donc en fait déjà c'est un aspect important mais qui est plus classique. Le soutien qu'on a voulu apporter aussi à l'association, c'est justement de l'aider à se faire connaître et à faire connaître l'outil parce qu'en fait pour que les professionnels de santé en parlent à leurs patients, il faut qu'il y ait cette rencontre humaine entre les professionnels, l'association ou une rencontre humaine, une personne qui va parler de l'outil. Donc en fait, on agit auprès des professionnels de santé sur plusieurs aspects. On va par exemple inviter l'association sur des journées scientifiques qu'on fait pour les professionnels, que ce soit dans le cancer du poumon ou bien des soignants, qui lui permettra d'avoir un stand, de se faire connaître, de présenter son outil. Mais aussi, on a toutes nos équipes terrain qui sont engagées sur le cancer du poumon, qui, dans le cadre de leur rencontre avec les professionnels de santé, vont parler de mon immuno et de l'intérêt, de l'importance de cet
cet outil dans le cadre du parcours patient. Et c'est le fait que l'équipe le présente, fasse connaître l'association, qui peut aussi aider à ce que les professionnels en parlent. Et puis on a aussi plus classiquement un site internet dédié aux professionnels de santé qui le présente. Et puis du côté des patients, du grand public, on a notre site internet qui s'appelle Mon Cancer et donc sur lequel on présente l'outil, mais aussi les rencontres Cap Poumon qu'on mène avec l'association, et c'est aussi un autre projet qu'on a co-créé ensemble, et donc qui permet à l'association à la fois de se faire connaître auprès du centre qui l'accueille, mais aussi des patients, du grand public qui vient à la rencontre lors de l'événement et qui du coup connaît bien, va par ce biais-là rencontrer l'association et l'association pourra faire connaître ses outils. Voilà. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'on me disait c'est un projet qui est pérenne, et on voit que la collaboration, c'est pas juste un soutien financier, il y a un vrai accompagnement sur plein de leviers, notamment la partie promotion, accompagnement. Donc voilà un premier exemple bien concret de collaboration entre associations de patients et laboratoires. Je vous propose un autre exemple dans un monde dont on entend parler tous les jours aujourd'hui, c'est ce monde de l'intelligence artificielle. Et je voulais en parler avec Nicolas Gatulle, qui est médecin, soignant et fondateur du coup de cette start-up qui au départ a initié une intelligence artificielle santé dédiée aux professionnels de santé et qui maintenant va proposer, c'est d'ailleurs le lancement officiel aujourd'hui d'une version bêta, d'une IA générative qui est dédiée aux patients et au grand public pour les aider justement à mieux s'y retrouver dans toutes ces informations. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette nouvelle solution qui s'appelle Gustave ? Oui, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, pour la prise de parole. C'est une journée particulière, effectivement. Je suis un peu ému aussi parce qu'on lance officiellement en phase bêta Gustave, dont on va parler. Pour situer Gustave, il faut resituer PaperDoc. Donc PaperDoc, l'objectif, c'est de fournir des informations fiables, basées sur la littérature scientifique, sur les recommandations pour les professionnels de santé, pour les chercheurs, pour les créateurs de contenu, les rédacteurs médicaux, etc. Et donc on a créé tout cet écosystème qui se base uniquement sur des sources fiables, donc la littérature, et avec une stack technique qui nous permet de sourcer chaque information et de dire que quand on n'a pas la réponse, en fait on n'a pas la réponse plutôt que d'halluciner comme le font certaines IA généralistes. Et la petite particularité en plus, c'est que on entre dans la boîte noire, on ouvre la boîte noire et l'IA vous dit vraiment ce qu'elle a compris de votre requête, et comme ça vous pouvez interagir avec elle et la reformuler. Donc on se base sur des sources fiables et comme tu le disais, je suis aussi médecin, et c'est assez fréquent qu'un patient arrive en consultation avec des idées bien reçues, qu'il est très difficile de déconstruire parce qu'il ou elle a vu ces informations sur Internet ou sur les réseaux, qui sont évidemment les pires sources d'informations pour beaucoup de choses, notamment en santé, puisqu'il y a énormément de fake news et de plein de bêtises, pour rester poli. Et puis inversement, ça m'est arrivé plusieurs fois à plein de collègues d'avoir un patient qui part de la consultation et on se dit on aimerait bien poursuivre le dialogue parce qu'on sent que tout n'est pas complètement ancré, et malheureusement pour de bonnes ou mauvaises raisons, on n'a pas les moyens techniques ou temporels pour continuer cette conversation. Donc un jour, en fait, on a levé la tête chez PaperDoc et on s'est dit mais c'est complètement idiot parce que nous, on a toute cette information qui est fiable, puisque c'est sur cette information que les soins reposent en partie de la part des pros de santé. Et puis on a évidemment les outils pour la rendre accessible, pour la vulgariser et pour interagir avec cette information. Donc pourquoi est-ce qu'on ne développerait pas un outil, un chatbot, tout simplement, mais qui se base uniquement sur des sources fiables, sur des sources françaises, donc souveraines, et avec cette notion de renforcer la littératie en santé, de renforcer l'accès à de l'information fiable, de renforcer le parcours de soins, de renforcer la continuité dans le soin et le soutien, tout simplement, pour les patients et même pour le grand public, parce qu'on peut avoir une question de santé, enfin n'importe qui peut avoir une question pour sa santé. Et donc voilà, on a développé Gustave, qu'on lance effectivement aujourd'hui officiellement en phase bêta, en pré-lancement. Gustave aussi qu'on a construit, c'est une de nos forces, je pense,
à partir du terrain. C'est-à-dire que de la même façon qu'on a construit PaperDoc à partir du terrain, du ressenti de professionnels de santé, bon, en étant évidemment avec beaucoup de partenaires et de bêta-testeurs, et bien, on a fait la même chose avec Gustave. Et donc, en fait, on travaille avec des associations de patients, on travaille avec des patients partenaires pour justement répondre à un vrai besoin et pas arriver avec une solution toute faite. Voilà la solution que vous pouvez utiliser, mais vraiment partir du terrain pour répondre à chaque problématique, parce que chaque problématique sera différente en fonction des personnes, en fonction des pathologies. Donc voilà, je suis très content et très ému. Voilà, le QR code de l'accès à Gustave. Et juste une précision, quand on parle de version bêta, c'est-à-dire qu'il attend justement vos retours, tous vos retours. Ouais. Vous pouvez le tester et faire des retours du coup pour la faire évoluer pour après un lancement plus officiel en début d'année. Exactement. Donc on a, merci Rémi, on a des partenaires associatifs. On est évidemment à la recherche de nouveaux partenaires associatifs, hospitaliers, toute personne qui va nous aider à construire justement cet outil de demain. Il y en a vraiment besoin et pour répondre à chaque problématique, chaque besoin du terrain. Et donc Sandra Doucet, donc vous avez la particularité d'avoir travaillé en laboratoire, d'avoir travaillé en association de patients. Quel regard vous portez sur ce type d'innovation à destination des patients ? Merci beaucoup de me donner la parole. Effectivement, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion, notamment chez Cancer Contribution, d'accompagner de nombreuses startups dans leur réflexion pour apporter un outil qui soit utile. Et là, effectivement, on voit qu'il y a une réflexion qui part du terrain avec une co-création au départ, puisqu'on voit bien que ça répond à un besoin premier des personnes malades, de leurs proches, qui est ce besoin de comprendre une information qui est complexe et qu'on sait que c'est très chronophage d'aller chercher de l'information médicale sur Internet et en plus de trouver des informations qui soient compatibles avec son cas personnel. C'est quasiment mission impossible pour un patient, pour un proche. Et je parle des proches, puisque ceux qui ne me connaissent pas ne savent pas, mais j'ai une très grande affinité sur les questions des proches aidants dans tous les univers des pathologies chroniques. Et donc, juste pour rappel, 70% des proches aidants en cancérologie participent aux décisions médicales partagées et pour ce faire, ont besoin d'aller chercher de l'information médicale. Donc, on voit bien que c'est un besoin qui est chez les patients, mais chez leurs proches aussi. Et les apports sont quand même intéressants dans le sens où c'est un cadre sécurisé puisque les informations de base sont soit des informations de l'HAS, soit des informations de traités de médecine, que ça se base effectivement sur de nombreuses données donc, qui sont agrégées, quelles que soient les pathologies. Donc on peut poser des questions très larges. Et surtout, c'est une IA, c'est un outil numérique et donc on peut poser autant de questions qu'on veut. Il y a autant de temps qu'on veut pour avoir des réponses. Donc ça, c'est vraiment le côté très positif de ce type d'outil. Mais en même temps, l'apport, moi, ce que je trouve dans ces outils, c'est que ça permet d'avoir un socle commun d'informations sur lequel construire une décision médicale partagée, sur lequel rajouter. Le médecin peut s'appuyer pour rajouter de l'information complémentaire pour que le patient puisse prendre sa décision sur les décisions médicales partagées. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Néanmoins, il y a toujours la question basique, mais de la littératie. Donc la littératie, c'est quelque chose de large. C'est bien sûr la compréhension des informations. Est-ce que c'est suffisamment vulgarisé ? Mais c'est surtout la question de l'accès. Comment on accède à ce type de solution ? Et ça, c'est un véritable enjeu pour toute solution. Et donc là, on en est au premier jour, donc on verra bien comment ça évolue. Et puis le fait que, on en discutait tout à l'heure, comment, pour une personne qui n'est pas compétente médicalement, entre guillemets, qui est lambda, comment on appréhende l'incertitude de trouver des informations médicales qui sont contradictoires. À un moment donné, c'est positif, à un moment donné, c'est négatif. Comment on analyse tout ça quand on n'a pas les compétences. Et je trouve que réfléchir sur ces sujets-là conjointement entre associations de patients, start-up, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. D'ailleurs, sur ce sujet de la littératie, Nicolas, tu l'as évoqué, et même le sujet de la souveraineté numérique, comment les associations de patients avec qui vous avez collaboré ont essayé de mettre des garde-fous un petit peu dans les tests, etc. Déjà, ce que je voudrais souligner, c'est que le projet est accueilli à bras ouverts par la plupart des associations, logiquement avec celles avec qui on travaille. Comment on a fait ? En fait,
un peu comme je disais en préambule, c'est que une de nos forces, c'est qu'on part du terrain, et donc on part vraiment d'un besoin de terrain. On se nourrit en premier lieu de ce besoin de terrain pour construire nos solutions derrière. Et après, il y a tout effectivement un traitement de l'information dont on discutait tout à l'heure, et puis quel type d'information on doit proposer. Mécaniquement, on ne va pas proposer exactement le même type d'information à un expert du sujet versus à un patient versus à un patient expert. Et donc en fait, tout l'enjeu, c'est de trouver à la fois les sources qui vont être les plus pertinentes à mettre en avant et la façon dont on les met en avant. Qu'est-ce qu'on met en avant comme information? Comment on enrobe, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais une information qui peut être un peu délicate ou en tout cas perçue importante pour le patient. Et surtout, comment est-ce qu'on oriente? On parle beaucoup d'information, c'est un premier levier, mais une des choses que Gustave propose et la direction comprend également, c'est comment est-ce qu'on oriente les patients ou le grand public ou les proches et les aidants. Je le précise, Gustave, il n'est pas là pour faire un diagnostic et dire voilà, faut prendre tel traitement, même si en soi il est capable de le faire, mais il sera toujours là pour vous orienter, essayer de préciser un petit peu les choses et vous donner un maximum d'informations à la fois théoriques et en matière d'orientation avec des associations. J'ai un exemple très simple. On discutait avec une asso autour de la transplantation cardiaque, et un des sujets qu'on avait évoqué était qu'est-ce qui se passe si j'ai loupé une prise d'immunosuppresseur. C'est évidemment une source d'angoisse pour les patients, et ce qui est en général retenu par la plupart des gens, c'est qu'il faut aller soit consulter le pharmacien, soit le médecin, soit aller aux urgences, et évidemment ça pose des soucis. Et ce que m'expliquait cette personne de l'association, c'est qu'il peut tout simplement appeler l'association et discuter avec un expert ou un patient expert pour justement le rassurer et l'orienter, mais c'est des informations qui sont pas forcément connues de tout le monde, et donc voilà, Gustave est un relais pour proposer ces informations et orienter les gens et les patients vers les bons interlocuteurs ou les bonnes interlocutrices. Donc un vrai rôle d'aiguillage finalement dans le parcours de soins. Ça, c'est la volonté de la place de le prendre. Et puis pour l'avoir testé, ce qui est intéressant, c'est que c'est une IA qui sait dire je sais pas. Quand on utilise d'autres solutions généralistes, en général, il y a toujours plein de réponses qui n'ont pas toujours de sens, mais ils ne s'arrêtent pas de répondre. En tout cas, ça, c'est un sujet qui est intéressant. Et de votre côté, du coup, Sandra, donc en tant qu'expert justement de cette expérience patient, comment vous intervenez sur ce type de projet? Quel regard vous pouvez avoir? Alors moi, mon rôle, aux côtés des associations de patients, c'est vraiment d'être en miroir, de faire prendre conscience des défis des patients, des aidants et des associations de patients face aux problématiques. Et je vais citer 2 exemples. Le premier, c'est effectivement le défi de la représentativité. Bien souvent, quand on réfléchit à des solutions, on pense à un cas pratique, un cas en particulier, et il est souvent construit à partir de la voix de ceux qui parlent le plus. Donc, en santé, on sait que nombreux sont ceux qui ne mettent pas en avant leurs problématiques, nombreux sont ceux qui ont de la pudeur, de la retenue et ne font pas entendre leur voix. Donc, c'est très important de réfléchir à cette représentativité, à faire que finalement les solutions numériques soient là pour limiter les inégalités de santé et pas creuser encore plus ces inégalités de santé. Donc ça, c'est un premier sujet sur lequel les associations et moi, on travaille particulièrement. Un autre sujet, c'est l'aspect holistique. On pense souvent aux médicaments, mais on pense rarement à donner de l'information sur l'organisation des soins, sur les parcours. Et donc, on se concentre uniquement, en général, sur les protocoles de soins ou sur les maladies, ce qui est déjà super, hein, ça répond à énormément de questions. Mais les patients et les aidants ont besoin d'informations plus holistiques. Et c'est aussi quelque chose sur lequel il est important de travailler, de mobiliser les acteurs associatifs, patients et aidants là-dessus. Et puis, il y a le défi de l'éthique.
on en a discuté là encore, mais comme pour les médicaments, la recherche sur les médicaments a mis longtemps à mettre des barrières éthiques sur comment faire de la recherche, comment mettre en place des outils qui créent le moins d'événements indésirables possible. Et moi, j'estime que c'est aussi pareil, c'est aussi un des rôles à avoir auprès des startups que de pouvoir réfléchir avec eux sur finalement comment leur outil va s'inscrire dans un écosystème et va plutôt favoriser l'écosystème plutôt que de créer des événements indésirables comme rompre par exemple la relation médecin-malade en apportant des informations qui ne sont pas en cohérence entre l'univers médecin et l'univers patient par exemple. Merci beaucoup. Je vous propose pour finaliser cette table ronde peut-être d'avoir votre regard à chacune sur justement cette collaboration entre laboratoire et start-up, laboratoire et association de patients, start-up, association de patients, pour voir un petit peu si vous pouviez nous citer un frein qui est encore présent dans cette collaboration et un conseil aussi, un avis, un conseil que vous pourriez donner du coup à ceux qui veulent se lancer sur des projets similaires. Laure, tu veux commencer? Est-ce qu'il y a toujours un frein qui est persistant dans ce type de collaboration ou pas? Je ne sais pas si je parlerai de frein, néanmoins, typiquement si on prend l'exemple du projet Mon Immuno, à l'échelle d'une association comme la nôtre, c'est quand même des gros projets, dans le sens où finalement, il y a toute une architecture de projets, de calendrier de projets. Un grand laboratoire pharmaceutique va être extrêmement exigeant avant de vous apporter le moindre soutien sur un certain nombre de points. Donc, il faut pouvoir prendre du temps pour s'y préparer. On a trouvé aussi intéressant la start-up ou les petites entreprises, parce que c'est pas toujours... on met sous le nom de start-up des situations assez variées. Il y a aussi une façon de travailler un peu différente. Donc, en fait, à notre niveau, on doit s'adapter à des mondes assez différents. Et alors, c'est ce que je trouve super intéressant, enrichissant. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on fait un peu le grand écart entre plein de façons de travailler. Et nous, il faut qu'on s'adapte un peu à chacun. Donc, voilà. Donc, le frein, c'est peut-être un petit peu la structuration et de peut-être choisir, ça, c'est un gros projet. On peut peut-être pas en mener, par exemple, plein en même temps. Enfin, c'est vrai que ça, typiquement, ce projet-là, c'était un gros projet en termes de temps, d'investissement pendant plusieurs... surtout sur la première année. Et après, nous, on a vraiment aussi à cœur d'avoir cette idée de pérennité. Enfin, en tout cas, de long cours. Donc, attention à des projets comme ça qui sont un peu one-shot parfois. Parce qu'on peut... Alors, peut-être le frein, c'est ça, c'est de faire attention. Est-ce que vos partenaires sont OK pour une certaine durée dans le soutien ? Puisque nous, ça ne nous intéresse pas de faire du one-shot. Parce que le risque, c'est d'un seul coup qu'il n'y ait plus du tout de soutien et d'avancer sur le sujet. De votre côté, Catherine ? Mais de notre côté, en fait, ce qui est pour nous, en tant que responsable engagement patient, qui n'est pas toujours évident, c'est de justement... rester dans le cadre réglementaire qui est celui des laboratoires et qui est assez lourd, et faire comprendre aussi aux associations pourquoi on a besoin de ces pièces-là, pourquoi on pose ces questions, parce qu'il y a tous les aspects d'indépendance. Il y a tout un cadre à respecter, où il y a aussi deux législations parfois, la française, l'américaine quand on est un grand groupe américain. Et notre rôle, c'est aussi de faire comprendre en interne que pour une petite association, il y a des choses qui ne sont pas entendables ou toujours dans la limite de la réglementation évidemment, mais il y a une manière de coopérer avec les associations qui n'est pas la même qu'avec une des sociétés. Et donc on a aussi ce travail nous en interne, et donc c'est très important qu'on accompagne les associations à récolter ces pièces, à comprendre pourquoi on les demande. Et du coup, de votre côté, Sandra, par rapport aux expériences que vous avez pu avoir du coup des deux côtés, si vous deviez identifier un frein? Je pense qu'effectivement, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit, Laure, c'est des questions de temporalité et de capacité
à soutenir les projets, parce que côté associatif, on aimerait pouvoir soutenir tous les projets, mais d'autant plus qu'ils ont un intérêt général. Le problème, c'est qu'on a très peu de ressources, très peu de ressources structurantes, et donc voilà, le bénévolat a à la fois beaucoup de bienfaits, mais à la fois des limites, et donc on ne peut pas demander un travail presque salarié à des bénévoles, c'est pas possible. Donc comment on gère côté association ces points-là, et comment côté start-up par exemple on gère les besoins de produire des choses rapidement, de les tester et d'avancer au fur et à mesure. Parfois voilà, il y a un écueil de temporalité où on a envie de faire sans les utilisateurs finaux, parce que on va se dire que on verra à la fin leur accueil et on se projette sur leurs besoins, leurs intérêts, et parfois on peut passer à côté. Donc vraiment, c'est ce point-là, je pense. Et de ton côté, Nicolas, dans la collaboration justement d'une start-up avec une association de patients ou plusieurs associations de patients, est-ce que tu as pu identifier soit un frein, soit une bonne pratique aussi à mettre en œuvre ? Nous, c'est relativement nouveau, mais je dois dire que pour l'instant, on n'en a pas eu beaucoup des freins, puisque le projet est plutôt bien accueilli. Si je devais en citer un, effectivement, ce serait plus des contraintes de temps, qui est probablement le pire ennemi pour une start-up, et en même temps le pire ennemi pour tout le monde, mais c'est des organisations qui sont différentes, avec des contraintes temporelles qui sont différentes. Mais je dois dire, par exemple, sur le fond, on n'a pas eu de gros freins, du moins pour le moment, parce qu'il y a une vraie volonté de travailler ensemble et une vraie volonté de construire les choses ensemble. Et après, côté labo, je pense que ça a été très bien illustré ce matin à la première intervention, où on a d'un côté des startups qui sont comme nous, assez agiles, où encore une fois le temps est un vrai enjeu. Et d'un autre côté, des grosses machines très bien structurées, très bien organisées, et qui ont énormément de contraintes réglementaires. Et donc, voilà, des fois, c'est difficile de s'immiscer à l'intérieur, mais je pense que il faut pas. C'est le message que moi je pourrais passer d'un point de vue de la start-up. Il ne faut pas avoir peur de partir d'une feuille blanche et de construire vraiment les choses ensemble, puisque de la même façon qu'on l'a fait avec les pros et maintenant qu'on le fait avec les patients, nous on est ravis de co-construire des choses à partir du terrain, et aussi à partir des laboratoires ou des institutions hospitalières au sens large. Donc on voit que la clé de la réussite de ce type de projet, c'est vraiment de la co-création et finalement d'intégrer aussi du coup justement les expériences terrain dès le départ, dès l'initiative du projet. Pour l'avoir mené beaucoup en laboratoire, ce n'était pas souvent le cas. Et donc c'est vrai que ceux qui sont encore pérennes et qui existent aujourd'hui, c'est ceux justement qui ont été co-construits avec des associations de patients ou patients experts. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps de prendre 2-3 questions ? Est-ce qu'il y en a des questions pour les intervenants ? Pas de questions ? Si. Il y a une question derrière. Je vous laisse passer. Oui, merci beaucoup pour la présentation de Gustave. J'ai pu jouer un petit peu avec, c'est très intéressant. Ma question, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de patients, en fait, beaucoup de personnes d'un certain âge n'utilisent pas l'IA. C'est pas encore, il y a toute une génération aujourd'hui qui n'est pas du tout familière avec l'IA. Et comment vous voyez un petit peu l'accompagnement, et aussi un frein sociologique, je pense, de l'utilisation d'IA. Ici, on est tous bien formés à l'exercice, mais voilà, comment vous avez réfléchi à surmonter ce point ? Merci. Alors, merci pour la question qui est vraiment très pertinente. C'est vrai qu'on parlait un peu de l'égalité d'accès à ces solutions. Je ne vais pas avoir de réponse péremptoire, justement, parce que c'est tout l'enjeu de ces partenariats avec notamment le monde associatif et d'une façon générale avec le terrain. Et on ne va pas arriver avec une réponse toute faite où voilà, c'est comme ça et maintenant débrouillez-vous avec ça. Mais justement, partir du terrain pour vraiment comprendre les problématiques qui sont rencontrées et comment on peut, si c'est pertinent, puisque après tout, peut-être que ça ne sera pas pertinent pour tout le monde, répandre, proposer ces solutions IA à n'importe qui, et notamment aux personnes qui ont
moins accès pour diverses raisons à toutes ces solutions. Donc je ne sais pas si la réponse est satisfaisante ou pas, mais je pense que la réponse vient de vous. Et comment on fait pour défendre une solution comme Gustave quand on a des Google et compagnie qui développent ce type de solution avec pas du tout la même approche? Plusieurs choses. Je ne sais pas si on a le temps, mais je pense qu'il y a plein d'enjeux là-dedans. Il y a le côté purement scientifique, il y a le côté plus politique. On parle beaucoup de souveraineté aujourd'hui, à juste titre à mon avis. Donc déjà, un premier élément que je peux vous donner, c'est que nous, c'est une solution qui est 100% souveraine. C'est des recommandations qui sont françaises, des sources qui sont françaises. C'est un hébergeur qui est français et c'est construit par une équipe française. Donc déjà, c'est un premier niveau de réponse qui, nous semble assez important. Après, comment on fait pour se battre à côté des Américains? Et bien justement, on travaille ensemble, en fait, tout simplement. On travaille ensemble pour admettre que c'est possible de leur faire face dans cette guerre, j'aime pas le mot en ce moment, mais dans cette guerre technologique. On a beaucoup de retard en France et en Europe. Il n'est pas non plus trop tard pour rattraper ce retard. Et il faut qu'on se mette tous, comme on est en train de le faire aujourd'hui, autour d'une table pour construire nos solutions souveraines, françaises et responsables avec nos réglementations. Merci beaucoup.